Dès que la nuit se fut dissipée et qu'un nouveau soleil eut ramené le jour, je dis adieu au sommeil et au lit, avec cette curiosité fébrile d'un amateur du merveilleux. Enfin, me disais-je, me voici dans cette Thessalie, terre natale de l'art magique, et qui fait tant de bruit dans le monde par ses prodiges. C'est donc ici que s'est passé tout ce que ce bon Aristomène nous a conté en route. J'éprouvais je ne sais quel désir vague et inquiet, et je promenais de toutes parts mes regards scrutateurs. Nul objet ne se présentait à ma vue que je ne le prisse pour autre que ce qu'il était. Tout me semblait métamorphose. Dans les pierres, les oiseaux, les arbres du pomérium, les fontaines de la ville, je voyais autant de créatures humaines transmises par la vertu des fatales paroles. Le charme avait pétrifié les uns, emplumé les autres, commandé à ceux-ci de pousser des feuilles, à ceux-là de faire jaillir l'eau du fond de leurs veines. Il me semblait que des statues allaient marcher, les murailles parler, le bétail prédire, et que, de la voûte des cieux, le soleil lui-même allait prononcer des oracles. J'allais et venais, frappé de stupeur, torturé par l'attente, sans apercevoir même un commencement de réalisation de toute cette fantasmagorie. Enfin, tout en errant de porte en porte, me dandinant comme un désœuvré, en marchant en zigzag comme un homme ivre, je me trouvai insensiblement au milieu du marché. Une dame passait avec un nombreux cortège domestique. Je hâtai le pas pour la joindre. Le luxe de ses pierreries et l'or qui brillait sur ses vêtements ici en tissu, là en broderie, annonçaient une dame de haut parage. Elle avait à ses côtés un homme d'âge avancé, qui s'écria en m'apercevant. Eh oui, c'est bien Lucius. Là-dessus, il m'embrasse, et marmottant je ne sais quoi à l'oreille de la dame. Approchez-vous, me dit-il, et saluez votre mère. Qui, moi? Répondis-je. Je ne connais pas cette dame. Et le rouge me montant au visage, je rejetai la tête en arrière et reculai de quelques pas. La dame fixa alors son regard sur moi. Il tient de famille, dit-elle. Voici des traits où la belle femme de sa vertueuse mère Salvia respire tout entière. Et puis, quelle merveilleuse proportion dans toute sa personne. Taille raisonnable, élancée sans être frais, teint légèrement rosé, cheveux blonds, naturellement bouclés, œil bleu mais vif, regard d'aigle, adouci par une expression toujours heureuse, maintien charmant, démarche aisée. C'est moi, mon cher Lucius, ajouta-t-elle, qui vous ai élevé de mes propres mains. Et la chose est toute simple, je suis parente, et de plus sœur de lait de votre mère. Issues toutes deux de la famille de Plutarque, nourries du même sein, nous avons grandi comme deux sœurs dans l'intimité l'une de l'autre. La seule différence entre nous est celle du rang. Elle a contracté une autre alliance et je me suis mariée dans la bourgeoisie. Je suis cette Biren dont le nom, souvent prononcé par ceux qui vous élevez, doit être familier à vos jeunes oreilles. Acceptez sans scrupule l'hospitalité chez moi, ou plutôt regardez ma maison comme la vôtre. Pendant qu'elle me parlait, ma rougeur s'était dissipée, et je répondis enfin. À Dieu ne plaise, ma mère, que je me donne un pareil tort envers mon hôte Milon, dont je n'ai pas à me plaindre, mais vous me verrez aussi assidue près de vous que je puis l'être, sans manquer à ce que je lui dois. Et à l'avenir, si je refais ce voyage, à coup sûr, je n'irai pas descendre ailleurs que chez nous. Nous faisons quelques pas durant cet échange du compliment, et nous arrivons à la maison de Biret. Un vestibule de la dernière magnificence nous offre aux quatre coins une colonne surmontée d'un globe qui porte une victoire et le vent des palmes. Ces figures s'élancent à ailes déployées, chacune vers un point de l'horizon. Du bout de leurs pieds, d'où s'échappent des gouttes de rosée, elles repoussent, par un mouvement précipité, le point d'appui qui se dérobe en tournant sans se déplacer. Le pied n'y pose plus, mais il l'effleure encore, et l'illusion va jusqu'à vous faire voir des statues en plein vol. Une diane en marbre de Paros, du travail le plus exquis, occupe le point central de l'édifice. La déesse marche, et dans son action animée, ses draperies flottent, son buste se projette en avant, elle semble venir à votre rencontre. Et le respect vous saisit à la majesté divine qui l'environne. Plusieurs chiens l'escortent de droite et de gauche. Ces animaux sont aussi de marbre, leurs yeux menacent, leurs oreilles se dressent, leurs naseaux s'enflent, ils montrent leurs dents terribles. Si, du voisinage, un aboiement se faisait entendre, chacun croirait qu'il sort de ses gosiers de pierre. L'habile statuaire fait ici un véritable tour de force. Les chiens sont en élan, et toute leur partie antérieure semble portée en l'air.
tandis qu'elle repose en effet sur les pieds de derrière, qui n'ont pas quitté le sol. En arrière de ce groupe s'élève une grosse tapissée de mousse, de gazon, de lianes grimpantes et de pampres, entremêlés çà et là ces arbustes qui se plaisent sur les rochers. Tout l'intérieur de la grotte est éclairé par le reflet de marbre, dont rien n'égale la blancheur et le poli. Au dehors et sur les flancs pendent des raisins et d'autres fruits, que l'art, ému de la nature, a exprimé avec une vérité parfaite. C'est à croire qu'ils attendent seulement, pour être cueillis et mangés, que la coloration leur soit venue du souffle mûrissant du vent d'automne. Penchez-vous et voyez-les réfléchir dans le miroir de ces fontaines qui jaillissent en divers sens des pierres de la statue. Ils tremblent dans cette onde agitée comme au rameau de la vigne elle-même, et à l'imitation des ailes si parfaites se joint le prestige du mouvement. Au travers du feuillage, on voit se dessiner la figure d'Actéon. Déjà serre à moitié, il jette, en tournant la tête, un regard furtif sur la déesse, et guette l'instant où elle va se mettre au banc. Tandis que mon œil charmé parcourt à l'envi ces belles choses, revenant sans cesse de l'une à l'autre. Tout ce que vous voyez est à vous, me dit Biren, et désirant m'entretenir en tête-à-tête. Elle fit retirer tout son monde. Quand nous fûmes seuls, je tremble pour vous comme pour un fils. Mon bien-aimé Lucius, me dit-elle, je prends Diane à témoin. Ah, que je voudrais pouvoir écarter les dangers qui menacent cette tête si chère. Gardez-vous, mais gardez-vous sérieusement des fatales pratiques et des détestables séductions de cette Pamphile, la femme de Milon. Que vous dites est votre hôte. C'est, dit-on, une sorcière du premier ordre, experte au plus haut degré, en fait d'évocation sépulcrale. Elle peut, rien qu'en soufflant sur une pierre, une baguette ou quelque autre objet aussi insignifiant, précipiter les as du haut de la voûte éthérée, dans les profondeurs du Tartare, et replonger la nature dans le vieux chaos. Elle ne voit pas un jeune homme de bonne mine sans se passionner aussitôt. Dès lors, ni ses yeux, ni son corps, ni son cœur ne peuvent se détacher de lui. Elle l'entoure d'amours, s'empare de son esprit, l'enlace à jamais dans les chaînes de son inexorable amour. À la moindre résistance, elle s'indigne, et les récalcitrants sont tantôt changés en pierres ou en animaux, tantôt anéantissent. Ah, tout à fait. Ah, je tremble pour votre sûreté. Gardez-vous de brûler pour elle. Ses ardeurs sont inextinguibles, et votre âge et votre tournure ne vous opposent que trop à la conflagration. Ainsi Biren exprimait ses craintes. Mais puissance de la curiosité, au seul mot de magie, ce but de toutes mes pensées, loin d'éprouver de l'éloignement pour Pamphile. Je me sentis naître un violent désir de me faire à tout prix initier par elle au secret de son art. Il me tardait d'aller à corps perdu pour me jeter dans cet habit. Mon impatience tenait du délire, au point que m'arrachant des mains de Biren, comme d'une chaîne qui me pesait, je lui dis brusquement adieu, et je volai au logis de Milon. Allons, Lucius, me disais-je, tout en courant comme un fou. Courage et présence d'esprit, voici l'occasion tant souhaitée. Tu vas t'en donner de ce merveilleux dont tu es si avide. Ne va pas faire l'enfant. Il s'agit de traiter rondement l'affaire, point d'intrigue amoureuse avec ton hôtesse. La couche de l'honnêteté Milon doit être sacrée pour toi, mais il y a Fotis, la jeune chambrière, qu'il te faut emporter de haute lutte. La friponne est piquante, elle aime à rire, elle pétille d'esprit. Hier au soir, quand tu ne songeais qu'à dormir, ne te conduisit-elle pas très officieusement à ta chambre? Et quel empressement délicat à te déshabiller, à te couvrir dans ton lit. Ce baiser sur ton front, cette expression dans son regard trahissait avec assez son regret de te quitter. Maintes fois, avant de sortir, elle a fait une pause et regardé en arrière. Allons, j'en accepte l'augure. Arrive que pourra, j'aurai pied ou aille de cette Fotis.
tout en délibérant ainsi, et, comme on dit, opinant de mes jambes, je me trouve à la porte de Milon. Ni le patron ni sa femme n'étaient au logis. Mais j'y trouvai Photis, mes amours. Elle s'occupait à préparer pour ses maîtres un mets composé de viande hachée menue et d'autres ingrédients. Le tout se mitonnait dans une casserole à ragoût, et, bien qu'à distance, il en arrivait jusqu'à mon nez des émanations qui promettaient. Photis était vêtue d'une blanche robe de lin, qu'une ceinture d'un rouge éclatant, un peu haut montée, serrait juste au-dessus des boutons du sein. Ses mains mignonnes agitaient circulairement le contenu du vase culinaire, non sans lui imprimer de fréquentes secousses. Un branle voluptueux se communiquait ainsi à toute sa personne. Je voyais ses reins se ployer, ses hanches se balancer, et toute sa taille ondoyer de la façon la plus agaçante. Je restai là muet d'admiration et comme en extase. Voilà mes sens, du calme plat, qui passe à l'état de révolte. Ma Photis, lui dis-je, que de grâce! Quel plaisir que de te voir remuer ensemble cette casserole et cette croupe divine. Le délicieux ragoût que tu prépares, heureux, 100 fois heureux qui pourra en tâter, ne fût-ce que du bout du doigt. La friponne alors, aussi gaillarde que gentille. Gare, gare, pauvre garçon, me dit-elle. Cela brûle. Il n'en faut qu'une parcelle pour vous embraser jusqu'à la moelle des os. Et alors, quel autre que pour moi pour éteindre l'incendie? Oui, que moi, car je ne suis pas seulement experte en cuisine, j'entends tout aussi bien un autre service. En parlant ainsi, elle tourne la tête et me regarde en riant. Moi, avant de lui obéir, je passe en revue toute sa personne. Mais que sert de vous la décrire en détail? Dans une femme, je ne présente rien tant que la tête et la chevelure. C'est ma plus vive admiration en public, ma plus douce jouissance dans l'intimité. Et, pour justifier cette prédilection, n'est-ce pas la partie principale du corps humain, celle qui est le plus en évidence, qui frappe les yeux tout d'abord? Cet appendice naturel n'est-il pas pour la tête ce qu'une parure éclatante est pour le reste du corps? Je vais plus loin, souvent la beauté, pour mieux éprouver le pouvoir de ses charmes, se dépouille de tout ornement, fait tomber tous les voiles, n'hésite pas à se montrer nue, espérant plus de l'éclat d'une peau vermeille que de l'or des plus riches atours. Mais de quels attraits que vous la supposiez pourvue? Si vous lui ôtez, chose affreuse à dire, nous préserve le ciel de la réalité. Si vous lui ôtez, dis-je, l'honneur de sa chevelure, si son front est découronné, eh bien, cette fille du ciel, née de l'écume des mers, percée par les vagues, elle a beau s'appeler Vénus, avoir pour compagne les grâces, et le peuple entier des amours dans son cortège. Elle a beau s'armer de ses ceintures, exhaler le cinnamome et distiller la myrrhe. Une Vénus chauve ne peut plaire à personne. Non, pas même à son Vulcain. Que fera si la nature a donné aux chevaux une couleur avantageuse ou un lustre qui en révèle l'éclat? De ces teintes vigoureuses qui rayonnent au soleil, ou de ces nuances tendres dont le doux reflet se joue aux divers aspects de la lumière? Tantôt c'est une chevelure blonde, toute d'or à la surface, et qui prend vers la racine le brun du miel dans les véoles. Tantôt c'est un noir de jet dont l'émail rivalise avec l'azur de la gorge des pigeons. Lorsque, luisant de l'essence d'Arabie, dissée par l'ivoire aux dents serrées, les chevaux sont ramenés derrière la tête. C'est une glace où se mirent avec délice les yeux d'un amant. Ici, il stimule une couronne tressée en natte ferrée et fournie. Là, libre de toute contrainte, ils descendent en ordre derrière la taille. Telle est l'importance de la coiffure, qu'une femme elle-même mise en œuvre l'or, les pierreries, de riches tissus, toutes les séductions de la toilette. Si elle n'a pris un soin égal de ses chevaux, elle ne paraîtra point parée. Cet arrangement chez ma Photis n'avait coûté ni temps ni peine, un heureux upérieur de son vêtement. La volupté chez moi devenait torture. Je négligeais en faisant tous les frais. Réuniant en eux au sommet de la tête, ses cheveux retombaient, gracieusement partagés, des deux côtés de son couvre d'ivoire, et, de leur extrémité bouclée, atteignaient la bordure, n'y tenaient plus. Et me penchant avidement sur le beau cou de Photis, à l'endroit où ses cheveux prenaient naissance, j'y imprimais un long et délicieux brevet. Elle tourna la tête et me lança de côté une
Eyad assassine. Ah, jeune écolier, vous prenez goût à ce nanan? Tout n'est pas miel, prenez-y garde. À la longue, trop de douceur aigrit la bille. J'encours le risque, ma chère âme, m'écriai-je, pour savourer un seul de tes baisers. Je suis homme à me laisser griller toute de mon langue sur le brasier que voilà, je dis, et la serrant dans mes bras, je joignis des effets aux paroles. Mon feu la gagne, elle me rend étreinte pour étreinte, caresse pour caresse, ivre de ce doux nectar. Je meurs, m'écriai-je, je suis mort, si tu ne m'exauces. Mais elle, m'embrassant de nouveau, me dit « Rassure-toi, tes désirs sont les miens, je suis à toi, et nos plaisirs ne feront guère attendre. À l'heure des flambeaux, je serai dans ta chambre. Va rassembler tes forces, car je veux toute la nuit te livrer bataille, et j'irai de tout le cœur. » L'entretien dura encore quelque temps sur ce ton, puis nous nous séparâmes. Vers midi, je reçois un porc gras, 5 poulards et un baril d'excellent vin vieux que Biren m'envoyait pour ma bienvenue. J'appelle aussitôt Photis. Tiens, lui dis-je, voici du renfort pour Vénus. Bacchus, son écuyer, lui apporte ses âmes. Il faut qu'aujourd'hui même nous mettions à ce tenant à sec. Noyons la froide pudeur dans le vin, et puissant dans ses flots une ardeur infatigable. De l'huile à pleine lampe, car adieu cette fois au sommeil, et du vin à pleine coupe. C'est tout ce qu'il faut pour le voyage de Quitter. Je me rendis de suite au bain, où je passai le temps jusqu'au souper, mon cher hôte, Milon, m'ayant invité à partager son très maigre ordinaire. Je n'avais pas oublié les avis de Biren. Aussi pris-je grand soin de ne rencontrer que le moins possible le regard de la maîtresse du logis. Je ne jetai les yeux de son côté qu'avec effroi, comme si j'allais voir le lac Averne. Par compensation, Photis était là pour nous servir. Pas un de ses mouvements ne m'échappait, et cette vue me réjouissait l'âme. La nuit survint. Tout à coup, Pamphile s'écria, en regardant la lampe. « Quelle averse pour demain ?» Son mari lui demanda comment elle le savait. « C'est la lampe qui me l'annonce, reprit-elle. Milon se mit à rire. « Admirable Sibylle, que nous avons là, dit-il, au courant de toutes les affaires du ciel. Du haut de cette tige qui la porte, il n'est sans doute pas un mouvement de soleil qu'elle n'observe. » Ici, je pris à mon tour la parole. C'est là effectivement une des premières notions de l'art divinatoire, et la chose est toute simple. Cette petite flamme allumée par une main mortelle n'est rien moins qu'une étincelle de feu céleste. Une secrète correspondance existe entre elle et sa divine origine. Elle sait ce qui va se passer là-haut. Pourquoi ne pourrait-elle pas le prédire? À ce propos, nous avons maintenant un Corinthe et un Chaldéen qui a fait des consultations merveilleuses et qui met toute la ville en émoi. Il va inviter le premier venu, pour son argent, au secret de destinée. Il sait quel jour il faut choisir pour contracter mariage, pour poser une première pierre, pour entreprendre une affaire de négoce, pour faire route sans mauvaise rencontre, ou s'embarquer sur de bons auspices. Moi-même, je l'ai consulté sur mon voyage. Il m'en a dit long. Le merveilleux s'y trouve, et la vérité aussi. C'est toute une histoire merveilleuse en vérité, et qui, allons croire, fournirait matière à plus d'un livre. Et ce Chaldéen dit en ricanant Milon. Donnez-nous un signalement et son nom. C'est, répondis-je, un homme de haute taille, tirant sur le noir. Il s'appelle Diophane. C'est lui, c'est bien notre homme. Et nous l'avons eu aussi dans cette ville. Il a reçu des maintes visites, débité maintes prophètes. Il y a fait de l'argent, et mieux que cela, il a fait fortune. Mais hélas, le sort lui gardait un retour, ou, si vous voulez, un tour des plus cruels. Un jour, qu'entouré d'une foule nombreuse, il allait tirant à chacun son horoscope et prophétisant à la ronde. Un négociant nommé Cerdon s'en va le consulter sur le jour qu'il devait prendre voyage. Diophane le lui dit. La bourse était tirée, les espèces comptées, 1000 derniers, tout autant qu'il fallait rafler pour prix de l'oracle. Quant à un jeune homme de bonne mine qui s'était glissé derrière le devin, le tire par son manteau et le serre étroitement dans ses bras au moment où il se retournait. Diophane le lui rend l'alcoolade et le fait s'asseoir auprès de lui.
Cette reconnaissance à l'improviste, lui faisant part de la vue de l'affaire qui était en train, il engage la conversation avec le nouveau venu. Combien j'ai désiré votre arrivée. Et vous, mon cher ami, dit l'autre depuis votre départ impromptu de l'île de B, comment vous êtes-vous tiré de la mer et des chemins? À cette question, notre vave chaldéen, oubliant tout à fait son rôle, répond avec la distraction la plus ingénue. Puissent nos ennemis publics ou privés être dans le cas de faire un pareil voyage? C'est une autre odyssée. Notre vaisseau, battu par tous les vents, dégarni de ses deux gouvernails, est venu, auprès de la plus pénible navigation, sombrer en vue du continent. Nous n'avons eu que le temps de sauver la nage, l'abandonnant, et tout ce que nous possédions. Le sel de nos amis et la charité publique nous sont alors créés des ressources. Mais tout est devenu la proie d'une bande de brigands. Mon frère, Arignotus, je n'avais que celui-là, a voulu faire résistance. Ils l'ont impitoyablement égorgé sous mes yeux. Il n'avait pas fini son récit lamentable, que le négociant Cerdon avait déjà empoché ses espèces et fait retraite, emportant le prix compté de la prédiction. Nous partîmes tout à l'heure d'un bruyant éclat de rire, et Diophane, réveillé comme en sursaut, comprit alors sa faute en même temps que sa déconvenue. Mais vous verrez, seigneur Lucius, qu'à votre endroit le Chaldéen aurait été véridique une fois dans sa vie. Bonne chance donc, et puissent vos voyages être plus heureux. Tandis que Milon pérorait ainsi tout à son aise, je gémissais à part moi, et m'en voulais mortellement de lui avoir si mal à propos suggéré ce sujet de conversation. C'était autant de pris sur la soirée et sur le doux emploi que je m'en étais promis. Enfin, surmontant ma timidité, que Diophane s'arrange avec le sort, dis-je à Milon, qu'il aille, tant qu'il lui plaira, risquer encore par terre ou par mer les tribus qu'il a levées sur la crédulité des gens. Moi, comme je me ressens encore de ma fatigue hier, je vous demande la permission de me retirer de bonne heure. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'eus bientôt gagné ma chambre, où je trouvais tous les arrangements d'un souper assez bien entendu. On avait pris soin de faire coucher les domestiques le plus loin possible de ma porte, sans doute afin d'écarter de nos nocturnes et toute oreille indiscrète. Près du lit était une petite table où la dessert du dîner figurait avec avantage. Fotis y avait mis 2 verres d'honnête dimension, qui remplis à moitié de vin, ne laissait de place que pour autant d'eau. Enfin, une de ces bouteilles, au long cou évassé, qui se vide si facilement, complétait cet arsenal de l'amoureuse escrime. À peine étais-je au lit que ma Fotis qui venait de coucher sa maîtresse accourt vers moi, balançant dans ses mains des roses tressées en guirlandes. Une rose détachée s'épanouissait entre les charmants contours de son sein. Sa bouche s'unit étroitement à la mienne. Elle m'enlace dans les guirlandes et me couvre de fleurs. Puis, saisissant l'un des verres et mêlant en vain de l'eau tiède, me l'offre à boire, me l'ôte doucement des mains avant que j'aille tout bu, et les yeux fixés sur moi, hume le reste goutte à goutte après un doux frémissant des lèvres. Un second verre, un troisième, et plus encore, passe ainsi d'une bouche à l'autre. Enfin, les fumées de vin me montent à la tête et portent le trouble dans mes sens. Le 6e surtout s'insurge et met en feu toute la région qui l'habite. Par pitié, dis-je à Fotis, viens vite à mon secours. Tu le vois, je me présente assez de pied ferme à ce combat que tu m'offres, sans que le facial s'en soit mêlé. Le traître Cupidon m'a percé d'une de ses flèches jusqu'au fond du cœur. Viens, et pour me rendre tout à fait heureux, cesse d'emprisonner ta chevelure, qu'elle flotte en toute liberté sur tes épaules. Tes embrassements vont m'en sembler plus doux. En un clin d'œil, elle a fait disparaître le couvert. Puis, elle met à nu tous ses charmes, et laissant ondiller ses cheveux, dans le plus voluptueux des ordres, la voilà qui s'avance, image vivante de Vénus glissant sur les flots. « Ferme !» dit-elle. « Tiens bon, vaillant guerrier. Tu as un adversaire qui ne cède, ni ne tourne le dos. Face à face, si tu es l'homme, et, coup pour coup, frappe et meurt. Aujourd'hui, point de quartier. Ce fut une nuit d'ivresse. » Nous eûmes grand soin qu'elle eût plus une répétition.
jour, Migraine m'invitait de la manière la plus pressante à venir souper chez elle. En vain, j'essayais de m'en défendre, elle me tint compte de mes excuses. Il me fallut donc présenter requête à Photis, obtenir son congé, prendre ses auspices. Tout ce qui m'éloignait de ses côtés, ne fût-ce que d'un pas, était peu de son goût. Toutefois, elle consentit d'assez bonne grâce à ce court armistice. Au moins, dit-elle, ayez-vous un soin de quitter la table de bonne heure, car il y a dans notre jeune noblesse un parti sans frein, ennemi juré de la paix publique, et vous rencontrerez des hommes égorgés en pleine rue. Les troupes du gouverneur sont trop loin de nous pour empêcher ces massacres. Votre position élevée fait de vous un point de mire, et, comme étranger, vous avez moins que notre protection à attendre. Rassure-toi, ma chère Photis, lui répondis-je, je tiens plus à nos plaisirs qu'à tous les festins du monde, et il suffit de ton inquiétude pour me faire presser mon retour. D'ailleurs, je ne marche pas seule, et puis j'aurai aux côtés mon épée. C'est une sauvegarde qui ne me quitte pas. Munie de cette précaution, je me rends à ce souper. J'ai trouvé grande réunion, et, comme je m'y attendais, d'après le rang de la dame du logis, la meilleure compagnie de la ville. Les lits d'une magnificence extrême étaient en bois de citronnier avec des ornements d'ivoire, et recouverts d'étoffes brodées d'or. Sur la table de larges coupes, toutes diverses de forme et de beauté, toutes d'un prix inestimable. Ici le verre artistement ciselé, là le cristal taillé à facettes. L'argent brillait, l'or resplendissait. Il s'y trouvait jusqu'à des morceaux d'or cristallisés que l'art avait creusés pour servir de vase à boire, enfin l'inimaginable. Plusieurs cuillères tranchants, magnifiquement vêtues, découpaient les mets sans nombre que de jeunes filles servaient avec toute la grâce possible. De jeunes garçons qu'on avait frisés au fer et également drapés ne cessaient de verser aux convives un vin vieux dans des vases faits de pierres précieuses. Bientôt l'arrivée de flambeaux donne essor au propos de table. Le rire se communique, les bons mots circulent, et parfois l'épigramme étincelle. Biren alors m'adressa la parole. Que dites-vous de notre pays? Aucune ville que je sache ne possède rien de comparable à nos temples, à nos pins, à nos édifices publics en général. Et nous ne sommes pas moins bien pourvus de choses utiles. Chez nous, l'homme de plaisir trouve les mêmes facilités, l'homme de négoce les mêmes débouchés qu'à Rome même, et l'homme au goût tranquille peut jouir ici du recueillement de la campagne. Tous les plaisirs de la province y sont donnés rendez-vous. Repris-je. Nulle part je ne me suis senti plus à l'aise. Mais il y a la magie, dont je redoute singulièrement les ténébreuses embûches et les pièges inévitables. Le tombeau même, dit-on, ne met pas à l'abri de ces atteintes. Elle dispute au bûcher, au sépulcre, les dépouilles des morts, et des lambeaux, arrachés aux cadavres, deviennent les instruments de ces funestes pratiques contre les vivants. On parle de vieilles sorcières qui, au milieu même d'une pompe funèbre, savent escamoter à mort et frauder la sépulture. « Bah, dit alors une personne de la compagnie, on ne fait pas même ici grâce aux vivants. À qui donc est-il arrivé dernièrement de se trouver mutilé, défiguré au point d'en être méconnaissable ?» Aussitôt, un rire immodéré s'empare de l'assemblée. Tous les yeux se tournent vers un convive qui se tenait à l'écart dans un coin et qui, tout confus de se voir l'objet d'une attention si marquée, murmure quelques mots de dépit et fait mine de se lever de table. Biren lui dit alors « Allons, mon cher Téléphone, rasseyez-vous et, tenez, vous qui êtes si complaisant, racontez-nous encore une fois votre histoire. Je serai charmé de procurer à mon fils Lucius que, voilà, le plaisir de l'entendre de votre bouche. » « Madame, répondit Téléphone, vous êtes la bonté même, mais il y a des gens d'une impertinence. Il paraissait outré, mais Biren, à force d'instance, finit par le décider pour l'amour d'elle. Ramenant alors la housse du lit en un morceau, comme point d'appui à son coude, il projette en avant le bras droit et dispose ses doigts à la manière des orateurs, c'est-à-dire en fermant les deux derniers et tenant étendus des autres avec le pouce ensaillé. Après ce préliminaire, notre homme commence ainsi. J'étais encore en tutelle à Milet, quand l'idée me vint d'aller aux Jeux Olympiques. J'étais curieux, au dernier point, de visiter cette province célèbre. Après avoir parcouru toute la Thessalie, pour mon malheur, j'arrive à Laris. Le voyage m'avait mis des plus mal en espèces, et j'irai par la ville en rêvant aux expédients. Au milieu d'une place, j'aperçois un vieillard de haute taille, qui était monté sur une borne et criait à pleine voix. « Qui veut garder à mort? Faites votre prix. » « Que signifie cette proclamation? Dis-je au premier passant. « Avez-vous peur que vos morts ne s'enfuient? »« Paix, me répondit-il. Vous parlez en enfant et en étranger. Sachez que vous êtes en Thessalie. Il y a ici des magiciennes toujours prêtes à déchiqueter
le visage des morts. C'est l'élément principal de leur conjuration. Et s'il vous plaît, repris-je, pour cette lugubre faction, quelle est la consigne? Faire le guet toute la nuit, dit-il, les yeux tout grands ouverts et fixés sur le cadavre. Et il n'y a pas à cligner de la paupière, encore moins à regarder de droite ou de gauche, car ces maudits camélons femelles se glissent soudain en tapinois sous une forme quelconque. L'œil du soleil ou de la justice y serait lui-même trompé. Elle se change en chien, en souris, en mouche même, au besoin. Puis vite en enchantement, et les gardiens s'endorment. On n'en finirait pas à décrire toutes les surprises imaginées par ces infernales créatures pour en venir à leur fin. Notez que, pour salaire, on n'offre guère plus de 4 à 6 pièces d'or à qui se charge de ce périlleux service. Ah, j'oubliais. Le gardien, dans le cas où le corps ne serait pas retrouvé le matin dans son entier, est tenu de remplacer ceux qui manquent, pièce pour pièce, avec la chair de sa propre face. Ainsi renseigné, je prends mon courage à deux mains. Je vais droit au crieur et lui dis « Ménagez vos poumons, voici le gardien tout trouvé, voyons le prix. »« On vous donnera 1000 écus, dit-il. Mais mon gaillard, songez-y bien, le mort est le fils d'un des premiers de la ville. Faites bonne garde au moins contre ces détestables harpies. »« Bagatelle, recommandation inutile, répondis-je. Je suis un corps de fer, et, pour la vigilance, un lincé, un argus. Des yeux partout. J'avais à peine fini qu'il me conduit à une maison dont les principales issues étaient fermées. Nous entrons par une petite porte de derrière, et j'arrive à un appartement dont tous les jours intercepté excluait la lumière du dehors, et où pourtant je parvins à apercevoir une femme éplorée et en deuil des pieds à la tête. « Voici, dit mon guide en s'approchant, un homme résolu qui s'engage à garder le corps de votre époux. » À ces mots, la dame écarte ses cheveux des deux côtés de son visage, dont la beauté me frappa au milieu de ses larmes, et arrêtant ses regards sur moi, « Vous savez, dit-elle, ce que votre tâche exige de surveillance. »« Soyez sans inquiétude, repris-je, pourvu que j'ai un supplément de prix raisonnable. » Elle y consent, et, se levant aussitôt, me conduit dans une autre chambre. Là se trouvait le corps du défunt, recouvert d'un linceul éclatant. Elle le découvre, en présence de 7 personnes appelées comme témoins, et à cette vue, ses larmes recommencent à couler. Puis, après un moment de silence, adjurant les assistants, elle procède sous leurs yeux à une revue exacte de tous les membres. L'inventaire en est dressé sur une tablette. « Voyez, dit-elle, le nez est entier, les yeux en bon état, les oreilles au complet, les lèvres intactes. Rien ne manque au menton. Citoyens, rendez-moi du tout bon et fidèle témoignage. » Elle dit, et, les sceaux étant apposés aux tablettes, elle allait se retirer. Mais je la retins. « Madame, lui dis-je, faites-moi, je vous prie, donner ce qui est nécessaire. »« Qu'entendez-vous par là, dit-elle. »« Une de vos plus grandes lampes, repris-je, de l'huile suffisamment pour l'alimenter jusqu'au jour, de l'eau chaude, du vin, un verre, et un plateau garni des restes de votre souper. » Alors, avec un geste de mépris, « Perdez-vous le sens, dit-elle, un souper, des restes, dans une maison de mort, où, depuis tant de jours déjà, le foyer n'a pas même de fumée. Croyez-vous être venu ici pour faire bombance? Allez, songez plutôt à sympathiser par vos larmes avec le deuil que vous voyez autour de vous. » Se tournant alors vers sa suivante, « Myrrhine, donnez sur le champ une lampe et de l'huile à cet homme, enfermez-le dans la chambre et retirez-vous. » Me voilà donc livré à moi-même, avec la compagnie d'un cadavre pour passe-temps. Je me frotte les yeux pour éloigner le sommeil, et, de temps à autre, je fredonne une chanson pour me donner du cœur au ventre. Arrive la brune, puis la nuit épaisse, profonde, la nuit dans toute son horreur. Ma frayeur croissait avec les ténèbres. Tout à coup, une belette se glisse dans la chambre, vient se poser devant moi et se met à me regarder en face avec la dernière assurance. Tant d'audace dans ce petit animal ne me troubla pas médiocrement. J'ose enfin lui adresser ces paroles. « Veux-tu bien t'en aller, bête immonde? Va te cacher avec les rats, seule société qui te convienne, ou tu vas sentir ce que pèse mon bras. » Leste, elle t'étale,
et disparais de la chambre. Mais, au même instant, je m'abîme en un sommeil profond, si bien que le dieu de Delphes lui-même, voyant là 2 corps gisants, aurait eu peine à distinguer le vivant du mort. J'étais bien là, en effet, comme si je n'y eusse pas été privé de tout sentiment, dans un état à être gardé plutôt qu'à garder moi-même. Déjà la retraite de la nuit était sonnée par tous les coqs du voisinage. Je m'éveille en sursaut, et dans le dernier effroi, je cours au cadavre. J'en approche la lumière et j'examine en détail si le dépôt dont j'avais pris charge se retrouvait dans son intégrité. Bientôt, l'épouse infortunée, suivie des témoins de la veille, entre brusquement. L'œil en pleurs et tout effaré, elle se précipite sur le corps, qu'elle couvre longtemps de ses baisers. Puis, la lampe à la main, elle fait un récollement complet. Alors, elle se retourne, appelle son intendant, Philodespotus, et lui ordonne de payer sur le champ l'excellent gardien. Jeune homme, me dit-elle ensuite, je vous ai plus grande obligation. Et certes, après la vigilance dont vous avez fait preuve en vous acquittant de ce devoir, je dois vous compter désormais comme un de mes amis. Moi, dans l'exerce de ce gain inespéré, et tout ébloui de l'or que je faisais sonner dans ma main. Dites votre serviteur, madame, m'écriai-je, et la première occasion, je suis à vos ordres. Vous n'avez qu'à parler. À peine n'avais-je prononcé ces paroles que tous les amis de la veuve éclatent en excrétion et fondent en masse sur moi en faisant arme de tout. C'était CA qui me brisera les mâchoires et les épaules de ses poings ou de ses coudes, A qui me froissera les côtes ou me lancera sur mon coup de pied. Mes cheveux sont arrachés, mes habits déchirés et lambeaux, enfin meurtri et malmené, autant que je fure jamais le beau chasseur, Adouin ou le dédaigneux fils de Calliope. Je vois impitoyablement jeté hors du logis. Pendant que sur la place voisine, je cherchais à répondre mes esprits, je m'avisais un peu tard de la sinistre inconvenance de mes paroles et convint que je n'avais pas encore été relevé comme je le méritais. Pendant ce temps, le cérémonial, les pleurs et les cris avaient été en son train, et le cortège d'une ordonnance conforme à l'usage du pays s'avançait au milieu de la place avec la pompe convenable à la qualité du défunt. Tout à coup, un vieillard accourt, les yeux mouillés de pleurs, et arrache les cheveux de sa tête, chenue. Il attend précipitamment les 2 mains sur le fil funèbre. Citoyen, s'écrie-t-il, de toute force de sa voix entrecoupée de sanglots, par tout ce que vous avez de plus sacré, au nom de la pitié publique, vengez le meurtre d'un de vos frères. C'est misérable, cette infâme créature, c'est souillé du plus grand des forfaits. J'appelle sur la tête toutes les sévérités de la justice. C'est sa main, et sa main seule, qui a fait périr par le poison ce malheureux jeune homme, le fils de ma sœur. Un amour adultère et l'appât de la succession ont poussé une épouse à ce crime. Le vieillard allait de l'un à l'autre, se cessant de faire entendre ses plaintes lamentables. Déjà les esprits cirent. Le crime paraît pas probable, on y croit. Des pierres, des bûchers, s'écrit-on de toutes parts. Et voilà les enfants qu'on excite contre cette malheureuse. Elle a, le visage baigné de pleurs de commande et simulant de son mieux horreur d'un tel attentat, prenait tous les dieux à témoin de son innocence. Eh bien, dit le vieillard, reposons-nous sur la divine providence du soin de manifester la vérité. Il y a ici un Égyptien nommé Zachlas, prophète du premier ordre. Dès longtemps, il s'est engagé avec moi, au prix d'une somme considérable, à évoquer temporairement une âme du fond ses enfers.
et à lui faire animer du nouveau le corps qu'elle aurait quitté. Il est fait avancer au milieu de l'assemblée un jeune homme couvert d'une robe de lin, chaussé d'un corps de palmier, le poil rasé entièrement. Et, après lui avoir longtemps baisé la main et même embrassé les genoux, il lui adresse ces paroles. « Ô pontife, ayez pitié de nous. Je vous en conjure par les célestes flambeaux, par les divinités infernales, par tous les éléments de cet univers, et le silence des nuits, et les mystères de Coptos, et les crues de Nil, et les acarnes de Memphis, et les sistres de Pharos. Que ses yeux fermés pour l'éternité puissent un moment se rouvrir au soleil et ressaisir la lumière des cieux. Nous ne voulons pas troubler l'ordre naturel, ni disputer à la terre ce qui lui appartient. C'est enfin la justice que soit rendue aux morts, que nous demandons pour lui ce retour au moment de l'existence. Ces allocutions eurent son effet sur le prophète. Il appliqua 3 fois une certaine herbe sur la bouche du défunt, puis une autre herbe autant de fois sur sa poitrine. Se tournant alors vers l'Orient, il s'adresse une prière tacite au soleil, qui s'élève majestueusement au-dessus de l'horizon. Ce préliminaire imposant ému et préoccupe les spectateurs et les met dans une grande attente du miracle qui va s'accomplir. Je me mêle à la foule et, montant sur une borne derrière le lit funèbre, je regardais de tous mes yeux. Un léger soulèvement se manifeste vers la poitrine du mort, son pouls recommença à battre, ses poumons à jouer, le cadavre se met sur son séant, la voix du jeune homme se fait entendre. J'avais déjà bu l'eau du Lethe, dit-il, et presque franchi les marais du Styx. Pourquoi me rengager dans les tristes devoirs de cette vie éphémère? Cessez, de grâce, et me rendez à mon repos. Ainsi parla le cadavre. Mais le prophète lui dit d'un ton impératif. Il faut tout relever. Il faut mettre en grand jour le secret de la tombe. Ne sais-tu pas que mes accents ont le pouvoir d'évoquer les Euminides et de livrer tes membres aux tortures qu'ils savent infliger? Le mort, poussant alors au profond gémissement, se tourne vers le peuple et dit « La femme que j'avais épousée a causé mon trépas. J'ai péri par le poison, et ma couche n'était pas refroidie, que déjà l'adultère venait de souiller. » À cette accusation, l'épouse, s'armant d'une effronterie sans pareille, oppose un sacrilège démenti. La foule s'agite, les esprits se partagent. Les uns veulent que, sans plus tarder, cette femme scélérate soit ensevelie toute vive avec son mari. D'autres crient au prestige et soutiennent que le cadavre a menti. Mais bientôt, la question est tranchée par une révélation accessoire du défunt, poussant un nouveau et plus profond soupir. « Je vais, dit-il, je vais prouver jusqu'à l'évidence que je n'ai dit que la vérité, et cela par une circonstance à moi seul connue. Pendant que ce fidèle surveillant, me montrant du doigt, faisait si bonne garde auprès de mon corps, des sorcières qui avaient jeté le dévolu sur ma dépouille ont vainement cherché, sous diverses formes, à mettre sa vigilance en défaut. Enfin, elles ont étendu sur lui les vapeurs du sommeil, et, l'ayant plongé dans une sorte de léthargie, elles n'ont cessé de m'appeler par mon nom, tant qu'enfin mes membres engourdis et mon corps déjà glacé commençaient à s'évertuer pour répondre à la magique sommation. Celui-ci, qui était bien vivant, qui n'avait d'un mort que l'apparence, entendant prononcer son nom, car nous portons le même, se lève, sans savoir pourquoi, s'avance comme un fantôme, et machinalement va donner contre la porte. Elle était bien fermée, mais il s'y trouvait une ouverture, au travers de laquelle on lui coupa successivement d'abord le nez, puis les oreilles, amputation qu'il n'a subie qu'à mon défaut. Les sorcières ont ensuite imaginé un raccord pour déguiser leur larcin. Avec de la cire, elles lui ont façonné une paire d'oreilles, qu'elles lui ont appliquées très proprement, et lui ont adapté de même un nez tout pareil au sien. Voilà où en est ce pauvre homme. On l'a payé non de sa peine, mais de ses mutilations. Tout étourdi d'une telle découverte, et voulant m'assurer du fait, je me pince le nez. Mon nez s'enlève. Je tâte mes oreilles. Elles suivent la main. En un clin d'œil, je vois tous les yeux dirigés,
tous les doigts braqués sur ma personne. Le rire allait éclater. Une sueur froide me saisit. Je me glisse entre les jambes des assistants et parviens à faire retraite. Mais, défiguré de la sorte et désormais voué au ridicule, je n'ai plus osé reparaître dans ma famille, ni revoir mon pays. Avec mes cheveux que je rabats sur les côtés, je suis parvenue à cacher la place de mes oreilles. Et ce morceau de linge que je me suis collé au visage dissimule assez bien l'accident de mon nez. À ce récit de Télifron, les convives que le vin avait mis en gaieté se prennent à rire de plus belle. Et pendant que quelques bons vivants réclament les libations d'usage du dieu du rire, Byrène se tourne vers moi. Demain, dit-elle, est l'anniversaire de la fondation de notre ville, jour consacré à l'auguste dieu du rire. C'est un culte observé par nous seuls sur la terre, et que nous célébrons par les plus joyeuses cérémonies. Votre présence serait un plaisir de plus. Et puisse quelque heureux fruit de votre imagination ajouter encore à la fête et contribuer à rendre l'hommage plus digne de la divinité. Bien volontiers, madame, répondis-je, vos ordres sont ma loi, et je souhaite que l'inspiration me serve assez bien pour que la toute-puissance du Dieu se manifeste dans mon œuvre.